Bonjour Jean-Philippe Lustig. Bonjour Hélène. Je suis ravie de vous avoir ici parce qu'ici on reçoit toutes les personnes qui sont venues à nos côtés sur Bonheur TV et pour les concerts de la paix, pour tous les concerts parrainés par l'ONU que l'on fait depuis 2006. Voilà, et vous avez votre Coupe de la paix, je ne me souviens plus en quelle année. À mon avis, Oui, 2017. ouais, quelque chose comme ça. C'était après les Folies Bergères, Ouais, vous il y ne a pouviez 5 ans pas à être peu aux près, Folies voilà, Bergères. exactement. Et après, donc, on s'est vu Ouais. voilà, Non, mais pour que cette coupe vous soit c'est remise. sympa en tous les cas Voilà. de m'accueillir ici, je suis ravi. Eh ben, moi aussi. Donc, vous allez tout nous raconter depuis le début, la naissance à Ouais, Paris 11e. ouais, voilà. Moi, je suis né à Paris, Paris 11e, clinique des Bleuels. On l'évoquait tout à l'heure, donc en Pionnière. aparté avant Oui. que nous commencions l'émission. Mais oui, la première équipée accouchement sans douleur. Ouais, je suis né en 1961, moi. Donc ça remonte, Wow. hein, voilà. Mais et je viens d'Antony, moi, donc je suis un banlieusard. Je suis né à Paris. J'ai vécu 3 mois à Paris, au boulevard Ménilmontant, et ensuite il y a eu le fameux développement des banlieues, ce qu'on appelle les Ouais. grands ensembles, ce qu'on appelle aujourd'hui les cités. Et j'ai été élevé à Antony, qui était le grand ensemble de Massy-Antony. Et voilà, dans ces HLM là où tout le C'était monde bien se met extraordinaire. Ah, d'accord. Non, moi j'ai une jeunesse, une enfance superbe. Voilà, j'étais dehors en train de jouer au foot, faire du sport avec les copains, j'allais à l'école. Non, non, j'étais vraiment. Ah non, non, moi j'ai que des souvenirs merveilleux. Et c'était vraiment le bon vivre ensemble de toutes ces communautés, de tous les milieux sociaux dans ces HLM de 12 étages, qui sont des blocs de béton, mais dans lesquels les gens s'épanouissaient. Ils s'aiment. Oui, oui. Et il y avait des gens qui venaient du Portugal, du Maghreb. Il y avait des Arabes, des Juifs, des chrétiens, des agnostiques. Mais on s'en moquait, tout le monde vivait sa culture. Comme en Tunisie, quoi. Ouais, mais sauf que je suis pas né en Tunisie, moi, donc je connais pas. Mais voilà. Non, mais c'était vraiment. Moi, je suis née en Tunisie, c'est Ah, pour ça, ça je que je sais, dis ouais, ça. bien sûr. Non, non, mais c'était vraiment non, super. Non, moi, j'ai pas. D'accord, il y avait non, la non. fraternité était en Ouais, non, numéro c'était un. formidable, formidable. Antony, moi j'ai que des souvenirs merveilleux. J'étais un gosse des rues, moi ce qu'on appelle, j'étais dehors. Voilà, hop. Ma mère m'appelait jouer par au la foot, fenêtre, ouais. ouais, ma mère m'appelait pour le goûter. Et je faisais mes devoirs après le sport. Et c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Le plaisir d'abord et ensuite la contrainte. Et pas l'inverse. Mais c'est merveilleux, Ouais, ouais, ça. c'est une super idée, hein, super. Ah oui, Après, là, c'est un c'est type d'éducation. une idée d'éducation Non, mais c'est un type extraordinaire. d'éducation. Et maman et papa disaient toujours, non, fais d'abord ce que. Voilà. Et bien sûr. Et c'était pas, Extra. fais tes devoirs, t'auras la récompense pour aller. Non, pas du tout. Ça m'a plutôt Formidable. pas mal réussi. Donc, Extraordinaire. Et tout de suite attiré par le journalisme, la télévision, non, mais le le cinéma. journalisme, oui, c'était ancré en moi, ça. Ouais, dès Comment- le début. Ah oui, moi je lisais, parce que j'ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours Ouais. fait beaucoup, dès l'âge de 9 ans, et je voulais être journaliste sportif. Alors on dit journaliste sportif, journaliste de sport. Parce que quand on parle de journaliste sportif, on imagine qu'il va travailler en Bermuda avec les crampons et le t-shirt, et il transpire. Donc non, et je voulais, donc quand j'achetais l'équipe, qui était la Bible du Ouais. sport, dès l'âge de 9-10 ans, je les collectionnais, je lisais tout, je dévorais tout, j'avais une grosse culture sportive. Papa, je tenais la passion du sport de mon père. J'ai postulé au journal L'Équipe, je suis allé les voir, ils étaient rue du Faubourg Montmartre. Ouais. À 15 ans. Ouais, je suis entré, je venais d'Antony, j'ai pris le RER, le métro, enfin déjà je formais depuis l'âge de 11 ans, et puis j'étais à la réception, j'ai demandé à rencontrer M. Gaston Meyer, qui était le rédacteur en chef, qui était une grande figure du journalisme, ce grand spécialiste d'athlétisme, sport que j'adorais. On dit, vous avez rendez-vous? Je dis non, qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais être stagiaire. Et puis ils m'ont dit, bah, monsieur, vous ne pouvez pas, puis je suis reparti. Mais je suis allé les voir, hein, ouais, bien sûr. Et non, non, c'est merveilleux de pouvoir faire ce que l'on aime et je dirais pas atteint ses objectifs, puisque pour moi, je ne me voyais pas faire autre chose, quoi. Donc, Oui, c'était clair. ah oui, c'était clair. Ouais. Et Ouais, les parents, ils étaient OK. ah oui, oui, moi j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit tu vas faire ça. C'est vrai, c'est une grande liberté, hein, c'est extraordinaire, parce que parfois il y a le transfert, le rêve du papa ou de la maman de n'avoir pas pu accomplir tel type d'études ou d'avoir atteint un métier qui leur tenait à cœur, et donc de transférer leur... Oui, oui, sur l'enfant. voilà. Et là, pas du tout. Et vous avez des frères et sœurs? Moi, j'ai un frère qui est donc, moi je suis le cadet, plus jeune, Ouais, et une sœur plus grande. d'accord. Et eux aussi, d'ailleurs, ont fait de ce qu'ils aiment, puisque mon frère était un fou de train, passionné par les trains, comme on est un gamin à 5-6 ans et qu'on joue au train électrique. Et on a fait son métier, il est TGViste, ce qu'on appelle, donc pas CGTiste, hein, c'est-à-dire qu'il conduit le TGV.
D'accord. C'est une figure marquante de la SNCF, il est en fin de carrière, là. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise de façon extraordinaire. Il a donc toujours adoré ça et c'est un lien fort qu'il a avec son métier, c'est sa passion, c'est ça. Et ma sœur est directrice de casting, elle a toujours adoré l'univers artistique, cinéma, théâtre, et voilà. Et donc elle fait des castings et ce depuis 40 ans. Voilà. Formidable. Bah, ils ont bien réussi leur coup, Ouais, hein. c'est bien. Vous ouais, pourrez non. les féliciter. C'est gentil, pour bon, moi. c'est sympa, il faut toujours un peu de... Non, mais ça, c'est réussir des formidable, trucs, mais hein, c'est c'est important. rare, hein. Mais bon, elle avait déjà accouché à la clinique en question. Voilà, c'est cette belle clinique. Là. À la clinique pionnière, c'était quoi, accouchement sans douleur, Oui, voilà, exactement. naturel, etc. Voilà, et d'ailleurs, je devais, comme j'étais un peu gros, je devais sortir avec les pinces. Oui, bien sûr. Les Et cuillères Oui, et on sait les conséquences que ça a à ce moment-là. sur le Parce que, cerveau. voilà, et ça pouvait abîmer le cervelet qui était tout mou à ce moment-là. Oui, quand c'est on ça. Et puis au moment où le gynéco va sortir, alors il va chercher des pinces, bref, et moi je suis sorti. Ne touchez à rien, j'arrive. Voilà pour l'anecdote. D'accord. Et alors, donc, après 15 ans, donc, ce stage ne s'est pas fait à l'équipe? Non, mais moi j'étais au lycée, puis j'ai suivi un cursus, j'ai eu moi un bac B, économie, j'ai fait de l'histoire, parce que j'adorais l'histoire avec le journalisme et l'histoire sont très liés. Et j'ai fait du journalisme avec une licence d'histoire à la Sorbonne dans l'optique de faire le centre de formation des journalistes. J'ai fait donc une licence d'histoire à la Sorbonne à Paris 1 dans l'optique un jour de faire le CFJ, le centre de formation des journalistes. Et c'est l'école référence qui est, c'est le HEC du journalisme en quelque sorte. Et puis je n'ai pas tenté parce que j'avais 23 ans et que je croyais à l'opportunité. Je me suis dit, il faudrait que voilà. Et étant Géo Club Med en même temps, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais bon, j'étais Géo Club Med. Non, mais j'étais Géo Club. Ouais. Voilà, j'enseignais le tennis. Au début, j'étais prof de gym. Après, j'étais au tennis. Et puis, au club, je rencontre du monde. Et à ce moment-là, je crée des liens, vraiment. Je suis en licence d'histoire. J'ai abandonné mes études pendant 1 an et demi. Et mon but, c'est un jour de rentrer dans un journal et de pouvoir... Parce que je sais que j'aime ce métier. Et je vais rencontrer un journaliste du Figaro, un grand reporter, M. Jacques Le Singe, aujourd'hui disparu malheureusement, et qui va me donner la possibilité d'entrer au Figaro stagiaire pendant 15 jours. Entre 2 saisons de Club Med, j'ai contacté, il m'a dit tu m'appelleras, et je suis rentré au service des sports. Ah, tout de suite. Ce que je voulais faire, et j'ai découvert ce qu'était un journal. J'avais aucune... Voilà, j'ai vu une dépêche AFP, j'ai découvert j'ai discuté avec les journalistes. Il y avait à l'époque 10 journalistes au service des sports du Figaro, parce que le sport était très important. Puis le Figaro, à l'époque, c'était 1 million de ventes quotidiennes. Et puis, voilà, je vais rester 3 semaines. Mon stage va durer un peu plus longtemps. Je vais inscrire quand même en fac en maîtrise. Et puis, Canal va se créer. Ah, voilà. En novembre 84. Et moi, je préparais la maîtrise d'histoire dans l'optique de faire le CFJ, le Centre de formation des journalistes. Mais j'en avais marre. Et je voulais rencontrer, voilà, et puis je rencontre et Canal se crée, j'ai rencontré quelqu'un au Club Med aussi qui me donne la possibilité de rencontrer les gens de Canal, je fais un casting, et je suis pris, et au bout de je suis à l'antenne au bout de 15 jours, j'ai jamais fait de télé de ma vie, ni de radio, rien, et puis voilà, et je suis lancé dans ma carrière et j'ai 23 ans, à peine 24. Wow. Donc c'est un peu atypique. Voilà. Oui. Je connaissais tout dans le sport, mais je ne savais rien faire. C'est ce qu'avait dit le directeur des sports qui m'avait engagé. Et je vais apprendre sur le tas, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire que je rentre dans une cabine et puis je n'apprends pas à placer ma voix. Et puis un reportage, une interview, l'antenne, on me donnait des petits bouts de papier sur des directs pour me conseiller. Tu parles trop, pas assez, attention à ce que tu dis. Et tout ça. J'étais coaché en direct. Donc ça a été une aventure exceptionnelle. Voilà comment ma carrière a été lancée. Waouh. Et Boutier, c'était quand ça? Jean-Claude est à Canal, c'est lui le grand champion de boxe que la France a suivi dans les années 70. Il était le consultant boxe, parce qu'à Canal, les 2 facteurs d'abonnement et les 2 sports majeurs sont le football et la boxe. Et moi, ayant boxé, comme je jouais au rugby, je m'entraînais à la salle, ayant une grande culture pugilistique, j'adore ce sport-là, papa a boxé, je vais dans l'ombre faire les fiches de billetterie, qui est le directeur des sports qui commente la boxe. Et puis, au bout de quelques semaines, je fais de l'antenne et puis je vais aller faire un premier direct, ça se passe super bien, et c'est comme ça. Et donc, je vais, avec Jean-Claude, on avait donc
17 ans de différence, on va créer un lien fort et on va former le duo tous les deux. Et on va faire le tour du monde et je vais commenter les plus grands matchs pendant 7 ans. C'est une aventure extraordinaire, ouais, fabuleuse. Vous voulez que je vous raconte, moi, Jean-Claude Boutier? Non, vas-y. J'avais un petit copain, il y a très longtemps, qui m'a dit un jour, et ça m'a beaucoup énervé, oui, une femme n'est pas capable de mettre les gants. Ah ouais. Je dis, bah, tu vas voir si une femme n'est pas capable. Et donc, il m'avait présenté chez Bretonnel, il y avait une salle. Bien sûr, voilà. Monsieur Jean, qui était son manager et son manager. Oui, mais il y avait un prof dont j'ai oublié le nom. Germain, je ne sais plus quoi. Germain, en tout cas. Ouais. Germain Pérez. Peut-être. Qui m'a appris à taper dans le gant. C'est génial. Donc, tous les soirs, quand je sortais du boulot, j'étais visagiste, esthéticienne, etc. J'allais me défouler là. Et après, je chantais parce que... Voilà. Et il y avait bien sûr... Moi, j'adorais aller dans cette salle, d'abord parce que ça me reposait. Après, mais c'était il y a longtemps. Strasbourg-Saint-Denis. Exactement, sûr, exactement. Bien sûr. Et donc, je voyais les mecs qui se pesaient tout le temps. Alors que ça, c'était l'obsession des nanas. Mais comme ils étaient boxeurs, il fallait qu'ils fassent le poids pour participer. Alors, je regardais ça, je disais, mais c'est un endroit merveilleux. C'est les mecs qui ont ces problèmes-là ici. Et au 100 grammes près, quoi. Parce qu'il fallait... Il faut faire la limite. Voilà. Alors, je faisais la gym avec eux. Et donc, c'était ce fameux Germain Pérez qui nous faisait tout ça, quoi. Et après, il y avait le sauna. Et moi, tous les soirs, je prenais mon sauna. Et il y avait un monsieur qui était là, très gentil, avec qui je discutais tous les soirs. Et puis un soir, je sors de là et le prof me dit, bah, t'as discuté avec Jean-Claude? Je dis, mais quel Jean-Claude? Mais ça fait 3 semaines que tu parles avec lui. Je dis, mais qui c'est? Il me dit, c'est Jean-Claude Boutier. C'était marrant. Et voilà. Et tous les soirs, on était dans le sauna à papoter. Ah, c'est drôle. Ça. Oui, et il était grand champion à l'époque. C'était l'époque des. Ah, là, mais Jean-Claude a été champion d'Europe plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Dans les années 70, 71, 12, 13, c'est le sportif français le plus populaire. Il a même fait la une de Paris Match. C'est ça. Et ben moi, ça devait être 74. Oui, mais il arrête sa carrière en 74, donc voilà. Voilà, c'était en 73, je ne sais plus. Incroyable, en tout cas, je sais. Voilà. Ah, et après, je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à chanter. Il m'a dit, si tu veux, on va faire les photos pour la presse. Donc, on s'est mis en training tous les deux au bois de Vincennes. Et j'ai des photos de lui et moi pour la presse. Hein. C'était vraiment à faire semblant de courir. Et puis, et je le retrouve des années et des années après parce que lors d'une décoration de la Ligue universelle du bien public, la médaille de la Ligue, et il était dans la salle. Et je dis, c'était vraiment extraordinaire quoi, de le revoir après tout ce temps. Ah, c'est drôle ça, c'est une belle histoire. Et il est venu, donc c'est un des premiers qui est venu enregistrer son témoignage de paix, donc il est sur Bonheur TV. Jean-Claude est parti en août 2019. C'est ça, et il nous a fait un témoignage qui est toujours sur Bonheur TV, dans la rubrique témoignage, vous le verrez. Et magnifique, où il parle de la boxe, où il parle... voilà. Très grande figure. Extraordinaire. Il parle de la paix, il parle de la boxe. C'est beau. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, si on parle de boxe, on ne peut pas ne pas parler de Jean-Claude. Et on s'est retrouvés avec Jean-Claude. Moi, après, j'ai quitté pour des raisons personnelles Canal et je suis à la TF1. Jean-Claude a poursuivi sa route sur Canal pendant encore 15 ans et on s'est retrouvés sur un autre média, sur ma chaîne Sport. 20 ans après, on a reformé le duo. Oui. Voilà, et on s'est retrouvés à commenter pendant 3 ans encore, comme au plus beau jour. Dans les années 2012, 13, 14, 15. Oui, et puis j'ai vu qu'il y avait aussi Europe 1 où vous avez été. Il y avait TF1. Ah oui, il y avait une émission sur TF1, j'ai vu ça. Oui, ce qui s'est passé, c'est que je quitte Canal, je vais aller à TF1, je vais rester une dizaine d'années. Je vais être rédacteur en chef, producteur de la boxe, je vais monter la stratégie boxe, les grandes soirées, 11 grandes parties de soirée avec des millions de téléspectateurs, parce que la boxe c'est un sport important, à ce moment-là, est très populaire dans les années 93, 14, 12, etc. Et puis je vais même faire des variétés, parce que Moujotte sait que j'ai été géo. Il me dit, mais tu devrais aussi faire. Et Moujotte qui était le vice-président et en charge de tous les programmes. Et donc j'ai présenté des... Chéri, je crois. Ouais, j'ai présenté une émission qui aujourd'hui paraît désuète, mais c'était pas bien. Elle était avant-gardiste, parce que on était déjà dans des émissions de télé-réalité. Il y avait 200 femmes dans une salle. Il y avait 15 mecs qui étaient... athlétiques, beaux gosses, d'horizons divers, et elles devaient élire l'homme de la soirée. Ils étaient éliminés. Moi, j'étais
le maître de cérémonie de la soirée. D'accord. Je Ah, oui, présentais c'est ça. complètement avant-gardiste. Oui, bien sûr. pour On était en l'époque. 95, on a fait des scores énormes en partie de soirée. Moi, j'ai fait des trucs sympas. J'ai fait du jeu aussi. J'ai touché à Quel plein genre de choses. jeu? J'avais fait La Famille en or. Ah oui! Ouais, j'ai fait La Famille en or. J'ai fait après Arthur, pas Arthur, Fabrice. Et dès qu'il y avait des émissions, je participais aux émissions aussi. Ouais, La Famille en or, j'avais fait puisqu'il voulait remplacer à l'époque, comment il s'appelait, Cabrol, qui présentait. Donc oui, c'était un parcours, c'est bien. Ouais, c'était c'est des multicasquette, expériences. quand Ouais, même. ouais. Mais parce que non, mais le sport permet d'être réactif et d'être. Oui, dans l'instant, tout de Ouais. suite. Et comme on est en direct, il faut savoir réagir. Donc c'est un avantage. J'ai présenté le bêtisier sur TF1 Métier des Sports. Wow. J'ai fait 3-4 ans avec des Miss France à chaque fois. J'ai toujours des super nanas avec moi. C'était très agréable. Faut l'avouer. Excellent. Et ensuite, donc, il y a eu, parce que j'ai vu qu'il y a plein de livres que vous avez sortis Ouais, sur mais la j'ai boxe et le reste. Ouais, non, c'est-à-dire que moi, non, je suis vraiment la boxe. Je n'ai écrit que sur la boxe, parce que c'est mon sport de prédilection. Voilà, j'en suis le spécialiste. Vous en avez fait? Oui, je m'entraînais quand je m'étais avec Jean Couboutier en plus. Ah oui. Oui, bien sûr, il était un peu fou, mais c'était génial. Il était un peu fou. Mais je m'entraînais quand je joue au rugby, donc c'est un sport que je connais de l'intérieur et j'en suis devenu spécialiste. Pour ça que j'ai commenté les plus grands matchs et mon nom, ma voix est associée à ce sport-là. Et j'ai fait 5 livres sur la boxe, dont le dernier en date, dont je suis, je peux le dire, très fier. Oui, il est magnifique. Et qui est d'enfer. Non mais vraiment, super bouquin. Énorme, mais il est magnifique. 2 kilos, 256 pages, chez Marabout, le grand livre de la boxe. Voilà. Non mais c'est vrai, il faut être Il est très beau. Il faut être satisfait quand on fait des choses exactement. bien. Je le suis. Satisfait. Exactement. Et la mise en scène, alors c'est venu quand? Enfin, la réalisation. Non mais ça c'est parce que moi j'ai j'ai commencé à faire du doc il y a une vingtaine d'années. J'ai toujours aimé l'histoire du sport et les à côté. Et puis j'aime me nourrir d'autres choses, je me lasse vite, donc c'est important en plus quand on a la chance de faire ce métier, être journaliste, bien à la télé ou dans les médias, parce que j'étais à Europe 1, je fais de la radio, je présentais des émissions, c'est de pouvoir écrire, envisager, j'ai monté ma boîte de production, et en tant qu'auteur et producteur, coproducteur, j'ai fait des docs sur l'histoire du sport, sur les Jeux Olympiques. Le dernier en date, c'était sur les Jeux de Berlin, la grande illusion, que j'ai sorti en 2015, qui était sur France 5. J'ai fait sur Marie-Jo Pérec, j'avais un contrat avec elle, ma boîte avait un contrat d'exclusivité avec elle, avec Marie-Jo Pérec, avec Amélie Mauresmo, je fais des documentaires. Donc, c'est une autre façon de faire du journalisme, une autre écriture. Voilà, c'est du montage, c'est de la réflexion, le direct, on est en direct. Donc, comme un artiste sur scène, sans filet, voilà. Oui, c'est un repos quand on arrête par rapport aux trucs sans filet. Oui, c'est d'autres choses. C'est une démarche différente, mais tout aussi enrichissante et j'aime bien parce que ça apporte un autre regard, une autre façon de bosser. Et puis il y a un monteur avec nous, on est un peu une petite équipe. Non, c'est intéressant. C'est bien de pouvoir Je comprends faire des choses comme parfaitement ça. de quoi vous parlez parce que moi, voilà, j'aime bien alterner aussi tout ça, la scène et puis... Mais oui, mais c'est là, quand on est, être artiste, moi je ne me considère pas comme un artiste. Ah ben quand même. Ouais, parce qu'il y a les lumières, parce qu'il y a la scène en soi, oui, mais moi j'écris pas de texte. Enfin si, j'écris. Ah bah si, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Non, vous pouvez avoir la marrant. casquette artiste. Ouais, mais bon, non, présentateur déjà, c'est être artiste, oui, c'est être vrai, comédien. Ouais. Oui, c'est être comédien. Mais moi je suis pas capable d'apprendre un texte, qui n'est pas le mien. Oui, mais c'est pas grave. Ça. Voilà. C'est de l'impro. Et quand j'ai présenté c'est le plus difficile. des émissions, peut-être, mais quand j'ai présenté des émissions, j'avais des scénaristes à TF1. Il y avait des gros moyens, la chaîne étant dans les années 90-2000 la première chaîne européenne en termes de part de marché, avec une puissance de feu incroyable. Elle mettait donc à disposition dans les sociétés de production dans lesquelles je travaillais, dans les émissions, des scénaristes. Donc ça veut dire des gens dont c'est le métier d'écrire un lancement, d'écrire ce que l'animateur va dire. Parce qu'il faut savoir que dans tous les jeux, en dehors de certains ou dans les émissions dites de variété, tout est écrit. Ils lisent les prompteurs. D'accord. Donc voilà, et moi je leur expliquais que quand je pouvais pas, donc j'étais payé, je leur disais. C'est pas la peine. Non mais c'était non. C'est impossible ça. Ouais, je leur disais non, je leur disais sur le chéri, je me souviens très bien, je leur disais non, laisse tomber, ne m'écris pas ce que je vais dire aux gens, le plateau.
Donc, Mais non, parce que c'est dans l'instant, on reçoit voilà. le... Et ils avaient compris, donc ils étaient payés. Mais pour Bah, j'avais fait le bêtisier, j'ai fait 3 années de suite le bêtisier, pareil. C'était pourtant très scénarisé, mais moi je dis, je ne suis pas comédien, puis je ne peux pas apprendre des choses qui ne sont pas... oui, qui sortent pas de moi. Non, voilà. Donc là, il fallait que je réagisse comme en direct. Bon, voilà. Oui, ben, au moins c'est plus naturel. Voilà. C'est vrai que le prompteur, c'est encore une autre école. Ouais, mais il y en a qui sont très bons prompteurs, Ouais. et j'admire aussi. Il y en a qui sont très forts au prompteur et que personne n'est capable de se rendre compte qu'ils sont au prompteur. C'est vrai. Mais parce qu'il y a une écriture du prompteur. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez, à l'époque on dictait, il y avait une prompteuse. Aujourd'hui c'est le propre journaliste, le propre animateur. Enfin tout dépend s'il y a des scénaristes ou pas là encore, mais sinon. Donc il est sur son iPad, sur son sur son ordi, tablette, et il va l'écrire. Et donc après il va régler la vitesse. Mais dans un prompteur, ça ne va pas être un texte écrit. Ça veut dire bonsoir. Et puis, il y aura des silences sur le prompteur, il y aura des points d'exclamation, ça va être un langage parlé. Et oui, on peut le dire, c'est vrai, c'est vrai. Et dans les prompteurs, parfois, il y a marqué c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a des super journalistes ou animateurs qui lisent ça avec une aisance et on pense que c'est naturel. Mais tout a été écrit, mais la manière dont ça a été écrit fait que c'est du langage parlé. C'est aussi une grande habileté de pouvoir faire ça. Ouais. Oui, oui. Mais c'est vrai que moi, je préfère le direct. Voilà. C'est plus agréable. Bon, et alors, vous pouvez nous donner les titres de vos films, de vos documentaires J'ai fait Au-delà des médailles, qui est un film sur les Jeux Olympiques. J'avais un film coûteux, ça avait été une grosse production il y a une quinzaine d'années, qui était là encore sur France 5, l'histoire de ces champions olympiques qui ont remporté une médaille qui allait au-delà de la médaille. Ça veut dire, d'où le titre, ça avait une portée historique politique. Donc c'est le Polonais Kozakiewicz, un perchiste recommande du monde, qui fait un bras d'honneur aux Jeux de Moscou en 80 au Politburo, au moment où il y a le syndicat Solidarność, où il y a la libération. Donc ce sont des portées très fortes. C'est bien entendu Tommy Smith, le 200 mètres à Mexico, le point levé, le Black Power, les Noirs qui se révoltent contre l'apartheid, contre le racisme aux États-Unis. Donc j'ai été faire comme ça des rencontres extraordinaires et j'en ai fait un beau film. Celui des Jeux de Berlin de 1936, là aussi. J'ai fait les champions devenus criminels. 2036 1936, les Jeux de Berlin. Et j'ai fait une date de 2015. J'ai fait un film qui est passé sur pas mal de chaînes. RMC, Story, après il y avait eu à l'époque 13e rue, qui s'appelle Les champions devenus criminels. C'était une thématique assez incroyable. J'étais dans le fait divers et j'avais pas imaginé, c'est que je m'étais rendu compte que de nombreux sportifs en activité pouvaient commettre, en raison de leur posture, de leur notoriété, de l'argent, du pouvoir, de l'adrénaline, de plein de raisons, commettre des délits, voire des crimes, en pleine activité. Et donc j'ai enquêté, je raconte des histoires qui sont très violentes. Passionnant. Ouais, mais c'était un beau doc, j'avais fait un beau doc. Mais dans l'écriture, ce n'est pas un doc historique, donc c'est autre chose. J'avais fait ça, j'ai fait donc des portraits de Pérec, de Mauresmo, de Cavagnou, la skieuse. Je fais des choses sympas, différentes. Et il y en a en préparation, là? Ouais, il y a des choses, là. Dont on ne parle pas. Non, mais ça va être bien en rapport avec ce que j'aime. Enfin, j'aime tout, mais j'ai la boxe, là, justement. J'ai pas fait de doc sur la boxe, alors que c'est mon sport. Oui. Donc beaucoup de livres sur la boxe. Enfin, tous les livres, c'était sur la boxe. Oui, toujours. Ouais, autant écrire ce qu'on connaît, c'est là où on est le plus légitime. Et je le suis, quoi. Voilà, donc, si demain je fais un bouquin sur la pêche à la ligne, moi ça va me faire plaisir. Je ne suis pas pêcheur, mais on va dire, Lustig, qu'est-ce qu'il fait un bouquin sur la pêche à la ligne? Ah, il aime ça, je ne savais pas. Mais vous voyez ce que... Donc, il faut toujours... Enfin, on peut très bien aimer la pêche, génial, mais il y a un travail et puis c'est plus naturel pour moi d'aller parler de choses que je connais depuis longtemps, que je maîtrise, je me suis renseigné, je connais l'univers et tout cela. Donc. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Comment vous arrivez à concilier avec la direction de I24 News? Déjà, I24 me prend beaucoup de temps. Donc là, justement, je mets moins c'est mon activité principale, donc je ne peux pas. Après, j'ai quand même écrit mon livre en étant le directeur toujours d'I24 News. Donc ça a été, quand il est sorti il y a 2 ans, c'était des journées un peu folles, des nuits courtes surtout. Donc 7 jours sur 7 en 6 mois. Oui, la promo aussi. Ouais, donc c'est un peu compliqué. Donc là,
Après, on trouve toujours un petit peu le temps entre les week-ends, les vacances, pour trouver des petits créneaux. Des créneaux. Puis c'est important intellectuellement. Moi, j'aime bien toujours faire plein de choses, quoi. Je trouve que non, mais c'est vrai, je trouve ça extraordinaire. Il faut un pilier, il faut donc une colonne vertébrale, et puis derrière, hop, on rajoute les disques, quelques vertèbres. Moi, j'aime bien ça. D'accord. C'est un parcours très, 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 très intéressant. Ici, on a une tradition, je demande toujours aux personnes qui viennent là, parce que ce sont quand même des métiers qui ne sont pas toujours évidents. C'est quoi quelles sont vos techniques quand il y avait des passages à vide ou des choses difficiles à gérer? Parce que comme on a traversé 2 ans un peu rocambolesques, on va dire, ces derniers temps, c'est pour les téléspectateurs et les internautes qui suivent tout ça. Il n'y a pas de recette miracle. D'abord, la vie, elle n'est pas linéaire, quelle que soit son activité. Ce qu'on est, elle est heureusement. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait plus de coups durs que de moments joyeux et d'épanouissement. Donc, voilà. Après, il faut encaisser. Donc, comment on encaisse? Moi, je sais que je fais du sport. Donc, ça me permet de d'accepter les coups durs. Toujours boxe et rugby? Non, c'est-à-dire que je fais du sport personnellement. Ah oui, d'accord. Je suis dans l'obligation, mais c'est ancré en moi. J'ai besoin de faire du sport. Il y en a qui vont aller pêcher, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont prendre des cachets. D'accord. Non mais voilà, et moi c'est un moyen d'évacuer et de pouvoir me recharger. Donc voilà, me réénergétiser. Et quel genre de sport alors? Moi je joue au tennis, je fais du vélo, je cours, je joue encore au foot il y a quelques temps maintenant, je me pète de plus en plus. Mais ça c'est un moment très important. Donc il y a ça. Les 2 ans ont été terribles là. Pour tout le monde. Moi j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler parce que étant dans une chaîne d'information, il fallait qu'on continue à produire du contenu, donc j'ai travaillé, mais de chez moi, j'allais peu à la rédaction, dans des moments un peu terribles. Donc voilà, se nourrir, c'est-à-dire que j'ai vu autour de moi, c'est une situation qui est dure, on a vu les détresses, les gens qui s'en sont parmi, physiquement, intellectuellement, il y a eu la maladie, des choses très graves. Donc après, c'est je dis toujours dans la vie, il y a le mazal, il y a la chance. Ça, c'est inhérent à la vie. Vous traversez la rue et puis malheureusement, vous êtes au feu rouge et il y a un mec qui va quand même griller le feu rouge. Mais au-delà de ça, je pense que c'est ce qu'on met en place. Donc c'est l'entourage, c'est la famille, ceux qui vous aident, voilà, vos proches, très proches, c'est important. Et puis après, ce que vous avez par votre ADN, par votre culture, par les centres d'intérêt que vous avez, et puis de s'ouvrir aux autres. Je pense que là où il y a le point positif, quelque part, avec la Covid, ça a été les liens qu'il y a eu pendant très longtemps, des semaines. Aujourd'hui, on les a oubliés. Aujourd'hui, les gens sont encore plus agressifs qu'avant, encore plus méchants. Mais il y a eu pendant des semaines une bienveillance. Il y a eu quelque chose. Et quand on demandait à quelqu'un « Comment vas-tu ?», on écoutait la réponse. Donc, et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça a fait du bien, quelque part, de se dire « Ah, je prends soin des autres, et je prends soin de moi, mais je prends soin des autres. » Et je pense qu'en prenant soin des autres, on prend aussi soin de soi. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique. Je pense que chacun a vécu sa vie et se dire que les coups durs arrivent. Et arrivent tout le temps. C'est la vie, quoi. Voilà. Sinon, on reste cloîtré chez soi, on vit sur une île et à 45 degrés toute l'année, on mange du poisson frais. Ça, quand même. Ouais, mais je pense qu'on va s'en lasser. Non, mais c'est vrai, on s'en lasse, quoi. Après, non, mais chacun trouve son bonheur. Chacun trouve son bonheur. Voilà, chacun trouve son bonheur. Mais vraiment, son bonheur, c'est des moments de bonheur. Parce que le bonheur, il dure pas 24 heures et 365 jours par an. C'est des instants de bonheur, c'est des moments, voilà. C'est super. Vous avez tout dit. Hein. Ah bon, vous voulez rajouter quelque chose non, si ça vous convient, c'est moi, bon, ça me convient absolument. Merci, vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Ça roule. C'était vraiment génial. Merci. Merci à vous. C'est gentil, merci. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer,
Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix sur mon cheval blanc.